Bonjour, bienvenue aux entrevues inspirées de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Laurence Fouquet. Bonjour Laurence. Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Alors Laurence, on se connaît depuis un certain temps. On s'est rencontrés parce que tu travaillais au Célestine Café. Oui. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je passe beaucoup de temps là. Et tout récemment, j'ai découvert que tu travaillais aussi pour Compensation CO2 Québec. Et il y a 2 ou 3 ans, tu as Ouais. cofondé le Toit Vert. Oui, exactement. Puis ça fait 3 ans là, déjà. Ben, on se lance dans notre 3e année pour le Toit Vert là, cette année. Donc, le Toit Vert, c'est une ferme maraîchère. Oui, une ferme maraîchère diversifiée, donc que j'ai lancée avec une partenaire d'affaires là, ça, il y a presque 3 ans maintenant. On rentre dans notre dernière saison. Puis on dit maraîchère, c'est des légumes, principalement, quelques fruits aussi, mais principalement vraiment des légumes. Puis on a aussi une production avicole, donc avec des œufs. Puis on se lance aussi dans les porcs en pâturage là, prochainement. Ah, d'accord, C'est assez intéressant. diversifié, oui, oui. Et Donc, oui, vas-y. oui, OK. J'allais dire en fait ce qui m'avait mené un peu à ça, là, mais si tu avais une question aussi, c'est correct. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, tu travailles pour Compensation CO2 Québec. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est un organisme qui nous permet aux entreprises ou aux individus de compenser leur empreinte écologique en payant pour que les arbres soient plantés. Oui, c'est ça, compensation, c'est un autre de mes volets là, que je développe actuellement. Je suis employée là-bas. Compensation CO2 Québec, ça a été fondé en 2011. Ça fait quand même un petit moment qu'on est en activité. Puis, ça a été fondé par des propriétaires forestiers qui avaient des terres, en fait, qui voulaient reboiser. Mais c'est un des gros défis, le reboisement. Puis, il y avait besoin d'experts, en fait. Donc, là, ils ont décidé, en fait, de fonder Compensation CO2 Québec pour offrir aux particuliers la possibilité de reboiser les terres dans le sud du Québec. Compenser, en fait, c'est vraiment venir séquestrer du carbone au niveau des arbres. Donc, par exemple, quand on fait des kilométrages en auto, bien, en venant compenser nos émissions qui sont émises lors du transport, bien, ça va être par la séquestration dans l'arbre. Donc, vraiment, le carbone qui permet à l'arbre de croître, il reste dans l'arbre pour toute la durée de vie de l'arbre. Et c'est là qu'on dit qu'il est séquestré pendant cette période-là. C'est un peu, c'est le service qui est offert, là, mais j'aime toujours ça faire un rappel aussi qu'avant de se rendre à ce genre de service-là, on essaie de réduire à la source parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact, certainement, mais ça reste quand même une belle option pour quand on n'est plus capable de réduire. On doit se déplacer en auto. Des fois, il y a des voyages d'affaires qui nécessitent l'avion, la consommation de viande et ou même des légumineuses. Il y a un impact quand même au niveau des émissions. Et tout ce qu'on ne peut pas réduire, bien, c'est intéressant de venir le compenser. Excellent. Merci pour la précision. C'est toujours très important. Ben, Laurence, ce que j'aimerais que tu nous parles de toi, parce que tu as parlé des 2 projets, mais j'aimerais que tu nous parles de toi. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'intéresser à la ferme maraîchère et à travailler à Compensation CO2 Québec? Ça remonte à très, très longtemps. En fait, moi, j'ai été élevée sur une terre agricole. Mes 2 parents sont agronomes, donc c'est sûr que l'intérêt de l'agriculture a toujours été là pour moi. Depuis que je suis petite aussi, mon père, quand on sort faire des sorties en plein air, en fait, il me faisait identifier les arbres. Ma mère, elle aime beaucoup les plantes de sous-bois, par exemple. Donc là, on identifiait ce genre de plantes-là. Fait que, depuis que je suis petite, je suis beaucoup amenée à me tourner vers l'environnement puis tout ce qui nous entoure. Et puis, moi, j'adore la protection de l'environnement, mais encore plus, moi, ce qui m'allume, c'est l'écosystème, c'est les interactions entre le vivant, entre ce qui se passe autour. C'est très relié avec la protection de l'environnement, mais c'est vraiment plus ça qui m'allume. Qu'est-ce qui se passe entre les animaux, les plantes, le déplacement des animaux, par exemple. Et c'est en cheminant que je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à ça, puis que j'ai décidé à l'université d'aller faire un bac en écologie. L'écologie, en gros, c'est l'étude de l'écosystème, donc l'étude de toutes les interactions entre le vivant et le non-vivant. Donc, ça vient large, là, mais tu sais, j'ai étudié, ouais, c'est gros, là, mais c'est tout ce qui est l'étude entre la roche qui est là, puis l'insecte qui se promène dessus. Tu sais, ça peut être autant du minéral que du vivant. Et c'est un peu ça qu'on vient étudier en écologie. Puis après, on avait des stages à faire dans notre formation, puis je me suis tournée beaucoup vers l'agriculture, comme aussi pendant mes stages, d'où le développement. J'avais déjà été exposée à ça, mais c'est là beaucoup que j'ai pris cette tournante-là.
Puis, c'est là que j'ai décidé par après de développer le projet de ferme maraîchère aussi. Donc, ça vient, en ce moment, mes 2 emplois, en fait, viennent vraiment rechercher ce que j'ai toujours aimé, fait que se promener en forêt, identifier tout ça. Puis, l'intérêt que j'ai toujours eu aussi vers l'agriculture, ben, il est comblé actuellement par le projet de ferme maraîchère. C'est un peu ça mon parcours. Là. Et puis, pour partir une ferme maraîchère, parce que là, tu sais, je lisais des articles un moment donné qui disaient que c'était super à la mode, tout le kit, mais que c'est exigeant. Donc, est-ce que tu as une formation pour te préparer à faire ça? C'est comment tu t'es préparé à avoir, oui, de l'expérience un peu, mais c'est un gros. Moi, j'ai grandi sur une ferme aussi, fait que je sais ce que ça demande. Là. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment, comment tu t'es préparé à avoir ta ferme maraîchère? Bien, on apprend énormément sur le tas, ça, je dois l'avouer aussi. Mais à la base, moi puis Marie-Michel, qui est mon associée, on a travaillé sur des fermes maraîchères pour prendre de l'expérience. Donc, pendant les étés, on travaillait vraiment en tant qu'ouvrier maraîcher. De cette manière-là, bien, on voit différentes façons de faire aussi sur différentes fermes. On ne travaillait pas sur les mêmes fermes pour pouvoir avoir le plus d'expériences différentes possible. Puis, ben, j'ai toujours eu un jardin. Fait que déjà, c'est ça, il y avait cette base-là. Ça reste, c'est pas la même game, là. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y avait quand même cette expérience-là derrière. Puis, pour tout ce qui est gestion, parce que oui, il faut produire, mais il faut quand même faire la gestion de l'entreprise aussi. Ça reste une entreprise. Fait que là, on peut aller se bâtir notre formation. On va presque finir bientôt, là, une formation en gestion d'entreprise agricole. C'est très précis sur les entreprises agricoles qui ont beaucoup de particularités là, au niveau, à tous les niveaux des subventions, mais fiscalité, c'est très différent de beaucoup de choses. Fait qu'on est allé chercher notre gestion à ce niveau-là. Mais je rappelle qu'on apprend vraiment beaucoup tous les jours aussi là, sur le tas. C'est super motivant, puis c'est quand même encourageant. Puis on voit que déjà en 3 ans, c'est énormément amélioré. Puis c'est le fun à progresser là-dedans aussi. Là. Comment vous fonctionnez si vous avez des paniers? Les gens s'inscrivent à l'avance, puis ils. Oui, exactement. Mais dans le fond, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est ASC qu'on appelle, donc c'est l'agriculture soutenue par la communauté. En fait, c'est que les débuts de saison sont très, très exigeants au niveau monétaire, mais les revenus sont quand même assez longs à venir. Donc, cette agriculture-là, en fait, c'est qu'on demande à nos clients de nous faire confiance. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un certain lien de confiance entre les clients et le producteur. Eux vont payer leur saison à l'avance. Des fois aussi, ça peut s'arranger en plusieurs paiements, mais habituellement, tout le versement est au début de la saison, puis leur abonnement est pour toute la saison. Avec nous, c'est des paniers. Pour l'instant, on est à 18 semaines de paniers pendant l'été. On devrait monter à 20 semaines prochainement avec l'ajout de tunnels froids, de serre aussi. Puis, c'est des paniers qui sont semi-composés, si on veut. Là, on est en formule mini-marché parce qu'on sait que les clients aiment beaucoup ça, choisir leurs légumes. Puis c'est tout à fait normal. Là. Par exemple, c'est pas tout le monde qui aime le chou autant. Fait que, on laisse les gens vraiment choisir le format, la taille. Il y a des enfants qui aiment beaucoup quand le poivron est tout croche aussi. Fait que, on les laisse choisir. Puis, on a des légumes qui sont dits obligatoires. C'est nous qui avons décidé de faire ça, mais c'est des légumes toujours un peu chouchou, là, les carottes qui passent vraiment bien. Puis après, on a une sélection de légumes pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc, des choix en différentes sortes de légumes parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui aime l'aubergine, le fenouil, par exemple. Mais on essaie dans cette espèce de panoplie de choix de légumes-là, en fait, l'objectif, c'est de faire découvrir aux gens des nouveaux légumes. Fait qu'on met au choix, mais on encourage fortement certains légumes des fois. T'sais, on aime ça quand les gens découvrent parce que quand on va à l'épicerie, c'est facile de prendre toujours les mêmes légumes puis la même chose à peu près tout le temps. Mais en faisant découvrir ça, puis on donne des recettes aussi, ben, les gens découvrent des nouveaux légumes puis ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de légumes qui ont soit été oubliés dans le passé puis qu'on ne voit plus du tout, ou des légumes qu'avant on ne faisait pas pousser ici, mais qui poussent très bien quand même dans nos sols, puis qui, en fait, qui sont produits sur notre territoire, qui sont aussi très, très bons, mais qu'on ne retrouve pas en épicerie ou qu'on n'est pas attiré en épicerie parce que c'est pas connu, puis on n'est pas habitué finalement. C'est un peu. On a beaucoup de le volet éducatif là aussi, là, on aime ça faire découvrir, puis montrer qu'est-ce qui peut pousser par chez nous. Puis la façon que vous fonctionnez, j'imagine que ça permet de réduire aussi le gaspillage alimentaire. Oui, bien, on a fait ce choix-là aussi. Nous, on a fait une étude de marché avant de se lancer, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui
il était abonné au panier, mais à chaque semaine, il trouvait qu'il gaspillait énormément aussi OK. parce que, puis je pense que c'est chez beaucoup d'entrepreneurs, puis surtout, je sais pas, en maraîchage, les gens sont très généreux de base en général, là. Donc, on aime ça quand on a l'abondance, puis tout, on en donne plus ce que les gens peuvent consommer finalement. Puis on avait eu beaucoup cette critique-là quand on faisait les sondages dans notre entourage, qu'il y avait des gens qui avaient abandonné les paniers parce qu'ils n'étaient pas capables de tout consommer. Puis il était comme c'est le fun d'encourager local et tout, mais d'un autre côté, on est en gros gaspillage alimentaire, et c'est un peu contre nos valeurs aussi. Et qu'on a essayé vraiment de réduire. En fait, c'est qu'on a offert à la place d'offrir des paniers familiaux, comme dans beaucoup de fermes, on a vraiment un format qui est pour 2 personnes ou un très gros mangeur aussi. Là, il y en a qui en mangent beaucoup de légumes. Puis on a un format qui est plus familial aussi, donc qui est pour 4 personnes. Fait que dans cette optique-là, c'était vraiment pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis le but, en fait, c'est qu'on ait nos poules puis qu'on va avoir nos cochons, c'est de réduire encore au maximum parce que tous les rejets qu'on fait, que ce soit au niveau des fans des légumes, mais aussi des légumes qui sont déclassés, donc qui ont été mangés, par exemple, en partie dans le champ, bien, on peut donner ça aux cochons puis aux poules, puis ça nous permet de faire notre compost maison aussi. Ah ben oui, c'est ça, peu de gens le savent, mais les poules, ça mange vraiment. Le cochon, ils savent, mais les poules, ça mange vraiment de tout, là. C'est incroyable, Oui, là. oui, oui. Ouais, les poules, s'il y a une souris qui passe dans leur enclos, c'en est fini aussi. Là. C'est pas, c'est carnivore. Ben, c'est pas carnivore, mais c'est omnivore. Là. Ça aime les grains, mais ça aime beaucoup, beaucoup les légumes, la viande aussi, tout ce qui est céréalier aussi. Ils adorent ça. Là. Donc, ça nous permet de vraiment faire le moins de gaspillage possible directement à la ferme aussi. Puis le fumier de poule puis de porc, ben, vous pouvez vous en servir après Oui. pour. Exactement. Ben, pour le porc, l'objectif, c'est vraiment de faire du porc au pâturage pour après transformer le site qui ont pâturé en champ. Donc, ça nous permet de faire une rotation dans les champs directement. Puis les poules, eux, sont toujours au même endroit. Fait que c'est à chaque année, on vient récupérer les excréments qui sont dans l'enclos pour pouvoir faire le fumier par après. Fait que c'est vraiment On circulaire, là. essaie, C'est oui. vraiment là-dessus, vous vous en allez 100% Oui, circulaire, là. c'est l'objectif là, d'être le plus autosuffisant possible. C'est sûr qu'il y a toujours des intrants qui vont arriver, puis juste niveau pour le sol, l'entretien du sol et tout, mais on essaie d'être le moins dépendant possible. Puis ça, ben, le point de chute est à Sherbrooke. Oui, ben le point de chute, tantôt, on parlait du Célestine Café où tu vas souvent. Ben, c'est là qu'on fait notre point de chute. Il y a des gens aussi qui préfèrent les récupérer à la ferme. Nous, on est à la ferme tout l'été, donc il y a mieux y aller juste simplement parce que c'est beau aussi, là, se déplacer sur le site, c'est vraiment le fun. Souvent, on va aller voir, on va prendre le temps d'aller voir les animaux aussi de la ferme en même temps. Puis souvent, quand c'est plus proche de chez eux, il y a mieux aller là directement. Ah, excellent. Maintenant, revenons à Compensation CO2 Oui, Québec. Donc, bon, tu as expliqué un peu comment ça fonctionne, ben, comment se fait la compensation, mais moi, maintenant, je veux compenser. Comment oui. ça fonctionne? C'est super simple. En plus, on est content parce qu'on a eu un nouveau site Internet il y a à peu près 1 an qui vient vraiment faciliter la chose. En fait, sur le site Internet, ce qui est super intéressant actuellement, c'est qu'on a un calculateur qui est très simple d'utilisation. Il y a aussi, dépendamment à quel point vous voulez aller précisément, on a quand même 3 sortes de calculateurs. Il y en a un qui c'est si vous avez une quantité connue, dans le fond, vous êtes dit cette année, moi je plante 10 arbres, peu importe mes émissions, je veux qu'il y ait 10 arbres qui sont mis en terre sous mon nom. Bien, ça peut être fait de manière si peu détaillée, là, si on veut. Ensuite, on en a un qui est un petit peu détaillé. Puis on a celui qui va plus profondément, là, qui va venir demander les types de véhicules, la consommation, qui va aussi demander par rapport à la consommation, est-ce qu'il y a beaucoup de repas de viande, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y a beaucoup de poubelles, qu'est-ce qui va à l'enfouissement, qu'est-ce qui va au recyclage, au compost. Donc là, ça devient beaucoup plus précis, puis ça permet de calculer de manière, c'est sûr que c'est toujours des estimés qui sont basés sur beaucoup de statistiques, là, mais ça nous permet d'aller vraiment plus précisément dans les émissions qu'on a faites. Et donc, après, quand toutes nos émissions sont calculées sur le calculateur, ça vient donner un équivalent en termes d'arbres. Et actuellement, en moyenne, un arbre va séquestrer environ 182 kg de carbone. Fait qu'il faut environ 6 arbres pour faire 1 tonne de carbone. Puis, voyons. Fait que en fait, là, fait que c'est la manière en fait de calculer. On va calculer nos émissions, puis ensuite, on va aller faire un équivalent en arbre pour qu'il soit mis en terre. Nous, c'est au printemps
les arbres vont être mis en terre. Donc, si vous les achetez, par exemple, actuellement, au printemps, ils vont être mis en terre pour assurer une meilleure survie de l'arbre. Ça leur permet vraiment de bien développer leurs racines pendant le premier été pour bien passer l'hiver, l'automne, faire une petite réserve. C'est la technique qui a été choisie. Puis après, nous, pour être sûr que les arbres que vous avez plantés sont bien mis en terre, puis que c'est bien vos arbres, et on va vous remettre un certificat d'attestation comme quoi vous avez participé au programme de compensation. C'est vraiment pour s'assurer, en fait, que les arbres, c'est les vôtres, puis que vous avez bel et bien participé au programme. Puis en même temps, vous allez avoir une géolocalisation. Donc, vous pouvez aller les voir. C'est sûr qu'au début, c'est sur Google, là. Donc, au début, on ne les verra pas vraiment, mais dans 5-10 ans, là, on peut voir les tiges là, qui sont vraiment qui sont rendues plus grandes, si on veut. Puis, vous pouvez suivre la croissance de vos arbres de cette façon-là. Puis, ben, vu qu'on reçoit le certificat, parce que nous, chez FFPH, à tous les années, on dit aux gens, vous pouvez offrir des arbres en cadeau. En fait, c'est le certificat qu'on peut envoyer aux gens et leur dire, ben voilà, je t'ai offert en cadeau, puis avec toutes les informations. Oui, exactement. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Il y en a beaucoup à Noël là, qui vont venir décider de compenser. C'est le cadeau de Noël qu'ils vont offrir à la famille souvent. Donc, ils vont compenser les émissions de toute la famille. Ils vont offrir ça en cadeau. Puis, c'est écrit sur le certificat, par exemple, pour toute la famille Tremblay, par exemple. Là. Donc, de cette manière-là, ben, ils sont sûrs que leurs arbres sont mis en terre. Puis, ça fait quelque chose à offrir aussi. Ce n'est pas juste on a planté 10 arbres, par exemple. Puis nous, on a choisi parce que quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, mais elle est décédée. Puis elle avait demandé, la famille avait demandé qu'à son décès, les gens fassent un don parce qu'elle était très, très impliquée en sport et en environnement. Fait qu'elle avait demandé de faire un don dans un des deux domaines. Puis nous, on a choisi qu'à son anniversaire de décès et de fête, on compense avec vous fait que, je trouve que ça fait quelque chose qui reste aussi après le décès de quelqu'un. Oui, c'est pas la première fois qu'on a ces demandes-là aussi. Là. C'est un arbre, je sais, il y a quelque chose de super beau là-dedans. Oui, là, on parle beaucoup de compensation et tout, mais planter un arbre au nom de quelqu'un qui est décédé ou juste une personne qui est chère pour nous aussi, même de son vivant, là, c'est des demandes qui nous ont quand même demandé assez souvent. Puis, ben c'est le fun à faire. Puis après, il y a l'attestation tout le temps là, qui est au nom de la personne habituellement, dépendamment de ce que vous choisissez. Et ça aussi, c'est bien. Puis, dépendamment de votre investissement, du temps que vous avez aussi ou de la place où vous êtes, il y a des possibilités aussi de faire une visite, par exemple, sur le site pour aller voir la plantation, aller voir les arbres qui ont été mis en terre au nom de la personne, justement. Puis on peut choisir, il y a quand même un choix d'endroits où on peut les faire planter. Là, donc, Oui, bien, en général, compensation CO2, c'est sûr que c'est principalement dans le sud du Québec parce que c'est les producteurs de cette région-là qui ont décidé de développer ce service-là. Donc, on a beaucoup, beaucoup de plantations dans le sud. On en a quelques-unes actuellement qui sont proches de Québec, Montmagny. Puis, mais c'est ça, c'est proche de la patrie, lac mégantic et tout. Là. C'est là principalement les plantations qui se situent actuellement. Mais on est toujours ouvert à avoir d'autres places là, s'il y a de quoi. Mais c'est le fun aussi là, de développer des projets un peu plus à grande échelle, un peu ailleurs aussi au Québec. oui, parce qu'il n'y a pas juste ici qu'on fait de l'empreinte Non, carbone. non, c'est sûr, non, il y en a partout, c'est sûr. Mais c'est le fun aussi, non, on aime ça que ce soit au Québec, en fait, parce qu'il y en a beaucoup Oui. que ça va être en fait, on planté dans le sud aussi. Dans le sud, ça va être planté au Brésil, par exemple, ou n'importe où en Équateur. Il va y avoir beaucoup de programmes qui sont. Puis c'est correct aussi, là, dans le sens que ces régions-là, clairement, il y a un déboisement aussi. Mais nous, c'était vraiment un choix de reboiser le sud du Québec parce qu'on a des terres à reboiser ici. Il y a beaucoup de friches agricoles qui ne sont pas productives du tout et qui sont très loin d'être reboisées. Donc, on a ces terres-là qui sont disponibles, qui ont été déboisées dans le passé. C'est intéressant d'avoir un impact directement dans notre province aussi. Là. Puis c'est ça. Fait que là, ça, c'est les individus. Puis les entreprises aussi peuvent choisir de dire bon, mon entreprise génère du carbone, donc on veut donner un montant, mettons, annuel ou planter tant d'arbres annuels. Puis c'est à peu près le même principe. Oui, c'est ça, avec les entreprises, ce qui est vraiment intéressant, souvent, on développe des ententes de services qui diffèrent un peu du simple calcul de formulaire
comme qu'on remplit sur le calculateur. C'est vraiment plus pour répondre aux demandes spéciales des entreprises. Mais par exemple, on en a certains que ça va être on a beaucoup d'agences de voyage qui vont offrir le service, admettons, pour seulement le transport. Ils vont offrir ce service-là à leurs clients. Donc, par exemple, si on va sur leur site, là, en tête, j'ai ceux qui sont le plus impliqués actuellement, c'est Voyage Traditour. Mais eux, sur leur site Internet, il y a directement une plateforme pour compenser leur voyage. Donc, le client arrive sur le site, peut décider, en fait, va cliquer sur la petite feuille sur leur site, puis ça va permettre de compenser les émissions que nous, on a calculées auparavant là, pour chacun des types de voyages. Parce que c'est pas, je veux dire, une distance en avion, ça émet plus ou moins, dépendamment de le kilométrage qu'on fait. Fait que, chaque voyage a été calculé. Puis, de cette manière-là, le compensateur, le voyageur va venir compenser ses émissions directement reliées à son voyage. Ça peut être des choses qui sont développées, mais c'est vraiment différent. Il y en a qui vont décider, mettons, ils vendent des savons. Quand les gens achètent 5 savons ou plus, puis qu'elle, elle envoie ça, c'est un arbre planté. Ça peut être aussi ce genre de choses-là. Même chose, un produit en particulier, je pense à une chocolaterie à Montréal. Il y a, dans le fond, ils ont un de leurs paquets que si c'est lui qui achète, ils vont planter un arbre. Ils ont peut-être 10 sortes de paquets différents, mais ce paquet-là, précisément, ça va être un paquet acheté, un arbre planté. C'est comme ça que c'est un peu développé, là, dépendamment des besoins des différentes entreprises. Oui, c'est ça. L'entreprise vous contacte, puis vous regardez avec elle la façon que vous pouvez faire, ou elle peut choisir tout simplement comme ça, puis faire le calcul elle-même. Oui, exactement. C'est vraiment selon ses objectifs et ses besoins. Là, nous, on va s'adapter à ce niveau-là. C'est pas obligé non plus. On aime ça encourager les petites et les grosses entreprises. Et il y a beaucoup de PME qui sont avec nous aussi. C'est sûr qu'au début, ça peut être c'est pas parce que c'est une petite entreprise qu'ils sont pas. En fait, il y en a beaucoup de petites entreprises qui sont plus engagées que de grandes entreprises aussi. Mais de cette manière-là, en fait, même si c'est 4 arbres qui sont plantés dans l'année, si c'est ça vos besoins et c'est ça vos objectifs, on va y aller avec 4 arbres, on va s'ajuster au fil des ans, sinon, là, puis des fois, ça grossit rapidement, puis ça, c'est super le fun d'avoir aussi ces projets-là. Puis, mettons que j'ai un terrain, puis que j'aimerais qui est déboisé, j'aimerais le reboiser, ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des conseils? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse offrir le terrain, ou ce n'est pas encore quelque chose qui existe? Oui, ça, c'est un autre volet complètement. On ne l'affiche pas sur le site de compensation CO2, mais habituellement, on va faire affaire avec les propriétaires plus par l'échange de téléphone, courriel. Donc, sur le site Internet, vous pouvez nous écrire directement pour nous dire quelle distance, par exemple, pas distance, mais quelle aire, quelle superficie vous avez qui est disponible pour le reboisement. Voir quel genre de projet vous intéresse aussi. Puis, dépendamment aussi, c'est où vous êtes. C'est sûr que nous, on n'ira pas nécessairement, parce qu'il y a d'autres entreprises aussi qui sont à travers le Québec. On n'ira pas nécessairement en Gaspésie parce que c'est très loin de nous. Mais quand c'est à une distance qui est acceptable, on va pouvoir développer un projet avec vous, avec le propriétaire. C'est juste qu'il y a des ententes, il faut quand même le mentionner, il y a des ententes vraiment sévères au niveau de la récolte du bois puis l'exploitation parce que l'objectif de la forêt qu'on est en train de développer, c'est la séquestration. On ne peut pas couper les arbres après 20 ans, c'est complètement contre-productif. Et c'est juste qu'il faut s'entendre pour dire qu'il y a des objectifs de séquestration précis pour ces plantations-là. Et donc, il faut vraiment respecter les engagements du propriétaire. C'est ça. Les gens ont juste à vous contacter, puis selon si ça vaut la peine, là, bien sûr, c'est possible de faire le partenariat. Oui, exactement. Donc, juste nous contacter, voir un peu qu'est-ce qui les allume aussi. On a des plantations qui sont un peu plus dites écosystémiques, donc avec beaucoup de variétés dedans pour favoriser la biodiversité, alors qu'il y en a des plantations, dépendamment, là, qui sont un peu plus... qui a moins de biodiversité, mais c'est plus facile à mettre en terre aussi. Ça dépend de l'exploitant aussi forestier et du propriétaire de la terre. Donc, c'est là de voir quel projet on peut développer avec nous. Mais nous, on adore développer les projets justement écosystémiques. C'est des gros défis, mais c'est vraiment intéressant. Puis, on voit quand même un impact direct sur la résilience de la forêt face au changement climatique. Puis aussi, juste en termes de biodiversité, c'est quand même assez bien connu qu'il y a une forêt mixte. C'est beaucoup plus intéressant là, pour tous les animaux, la faune, la flore aussi. Là.
Donc, une forêt mixte, c'est une forêt qui a plusieurs... feuillus et résineux. Donc, mixte, en fait, dès qu'on a, par exemple, un sapin, puis plusieurs sapins, puis des érables, on va parler de forêt mixte. Mais habituellement, quand on vient vraiment dans le... Puis en fait, c'est à peu près toutes les forêts qu'on a autour de nous, là. Principalement, on va avoir des forêts mixtes. Donc, on a des résineux, donc tout ce qui est avec des aiguilles. Puis, on va avoir aussi toutes les feuillus, donc ceux qui ont vraiment les feuilles qui tombent à chaque année. Quand les deux sont mis ensemble, on arrive avec une forêt mixte. Excellent. Puis les forêts qui sont construites comme ça, vous les laissez pousser, vous les laissez se régénérer d'elles-mêmes et tout, là. Oui, ben c'est ça, dans le fond, dépendamment, là, il peut y avoir des exploitations qui ne sont pas des coupes totales, par exemple, mais juste pour l'entretien, ou par exemple, il y a un chablis qu'on appelle, donc il y a une partie de la forêt qui est tombée ou qui est couchée par le vent, mais c'est possible d'aller récupérer le bois parce que, veut pas, ça reste des propriétaires forestiers. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine rentabilité sur leur terre, mais les engagements sont de nombreuses années là, pour amener la plantation à terme. Puis après, il peut y avoir il n'y aura pas de coupe totale, il n'y aura pas de coupe à blanc, mais il peut y avoir quelques exploitations pour faire du bois de construction, par exemple. Super. Bien, merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment super intéressant. Ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi faire de la compensation. Et pour la ferme maraîchère aussi, ben, d'avoir un petit peu le parcours et de voir comment ça fonctionne, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je vous souhaite un super bon succès avec le toit vert. J'ai eu le bonheur de manger vos œufs de poule. Ils étaient délicieux. Et puis, longue vie et au toit vert et à Compensation CO2 Québec. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi à partager ces deux volets-là qui sont un peu disparates complètement, complètement d'un côté et de l'autre, mais ça reste intéressant de partager ça, puis ça reste relié par le fait que protection de l'environnement et tout, là, c'est des projets qui sont super reliés à ce niveau-là. Eh bien, merci à toi. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Toi aussi. Bye.